Alors, bonjour. Comme nous le notions la semaine dernière avec William Courtney, Victor Cousin distingue radicalement le nominalisme de Rosselin et le conceptualisme d'Abélard. Et c'est sur cette dissociation qu'il fonde le scénario d'une scolastique entendue comme la forme native de la philosophie française. Le conceptualisme, c'est la troisième voie en philosophie, une nécessité, pour ainsi dire, conceptuelle ou structurelle. Il faut trouver un tiers entre le nominalisme de Rosselin et le réalisme de Guillaume de Champeau, comme il y a, de fait, un tiers entre les mots et les choses. Nous soulignons en outre le statut de héros français, de paradigmes nationaux conférés par Victor Cousin à Abélard et Descartes, et l'extraordinaire justification donnée à cette double promotion. Par Abélard, la France a donné la philosophie scolastique à l'Europe, et par Descartes, elle l'en a débarrassé. Cousin commente: c'est le dernier paragraphe, il n'y a point là d'inconséquence, car, je cite, le même esprit, donc, qui avait élevé l'enseignement religieux ordinaire à cette forme systématique et rationnelle qu'on appelle la scolastique, pouvait seul surpasser cette forme même et produire la philosophie proprement dite. Au-delà de l'exaltation, disons, de l'esprit et du génie français, le rapprochement opéré par Victor Cousin, je l'avais rappelé, leur commun éditeur, entre Pierre Abélard et René Descartes, les deux plus grands philosophes, écrit-il, qu'ait produit la France, l'un au Moyen-Âge, l'autre dans les temps modernes, eh bien, ce rapprochement peut être considéré sous plusieurs angles. Deux s'imposent ici sous forme de questions. Donc, deux questions. Dans le scénario de Victor Cousin, Descartes est censé débarrasser l'Europe de la philosophie scolastique qu'Abélard a forgée. Mais question, jusqu'à quel point Descartes lui-même a-t-il rompt-il avec la scolastique? La réponse ne va pas de soi. Et l'interprétation actuelle, présente, de Descartes souligne souvent, au contraire, particulièrement depuis les travaux pionniers d'Étienne Gilson et même de Martin Heidegger sur ce point, l'interprétation actuelle souligne souvent l'enracinement de la pensée cartésienne dans la scolastique tardive. Et deuxième point, à supposer que Descartes est une doctrine des universaux, dans quel camp va-t-on le situer? Dans quelle secte, comme on dit au Moyen-Âge, et comme le disent tous les historiens de la philosophie médiévale jusqu'au XIXe siècle? Dans quelle secte, dans quel camp va-t-on le classer? Nominaliste, réaliste ou conceptualiste? On dira, il n'y a pas de doctrine des universaux chez Descartes. Je réponds, même s'il n'y en a pas, la question continuera de se poser. La simple élimination des universaux est en effet une prise de position philosophique. C'est une manière de répondre à la question que je viens de poser. Réaliste, nominaliste ou conceptualiste? Et cette élimination des universaux appelle de toute façon une décision, un choix préférentiel en faveur
du nominalisme radical, du conceptualisme, ou bien un rejet motivé et explicite de toutes les positions, nominalistes, réalistes, conceptualistes. Descartes peut les avoir éliminés, les universaux, comme doctrine, mais en avoir parlé et même avoir, le cas échéant, défendu des positions qu'on pourrait présenter comme réalistes ou nominalistes ou conceptualistes, si on le voulait. Un texte mérite de ce point de vue l'examen, les Principia Philosophiae, en français, les principes de la philosophie. En effet, Descartes y parle des universaux. Madame Kim Sang-Hong Van Kung, dans un texte très intéressant intitulé Substance et distinction chez Descartes, Suarez et leurs prédécesseurs médiévaux, paru dans un recueil dont je vous recommande, si cela vous intéresse, la lecture, éditeur Joël Biard et Rushdie Rached, Descartes et le Moyen-Âge. Madame Kim Sang-Hong Van Kung, donc, remarque dans le texte en question, dans cet article, Substance et distinction chez Descartes, que les articles 58 à 62 des Principia Philosophiae, les principes de la philosophie, font partie des textes où, tout en suivant manifestement, dit-elle, l'ordre scolaire des disputes médiévales tardives, de la seconde scolastique, de la scolastique tardive, Descartes prend ses distances avec la dite tradition scolastique, et notamment avec Suarez, puisque, dit-elle, à l'inverse de toute la tradition médiévale et de la scolastique tardive, les articles 58 à 62 des principes de la philosophie dissocient les deux questions que Suarez traitait ensemble dans les Disputationes 6 et 7. Autrement dit, la question des universaux et la question des distinctions. Et elle note que Descartes délaisse la question des universaux, qui n'a plus d'enjeu manifestement pour lui, qui ne représente plus un enjeu, et qu'en revanche, il retravaille en détail dans ces paragraphes et dans ce qui suit la théorie des distinctions. Alors, le diagnostic est juste, mais les paragraphes 58 et 59 des Principia Philosophiae et des principes de la philosophie n'en ont pas moins un intérêt certain du point de vue de l'évaluation du scénario cousinien, à condition de remettre ces articles en contexte. Alors, vous voyez que je vous renvoie aux œuvres philosophiques, tome 3, pour ce qui est des principes de la philosophie, dans l'édition de Ferdinand Alquier, dont je vais parler dans un instant, donc, et aussi, bien sûr, aux Principia Philosophiae et aux principes de la philosophie, dans l'édition AT. Alors, AT, c'est Adam et Tannery, la grande édition de Descartes. Les Principia Philosophiae sont tombés, si je puis dire, de la plume de Descartes. Les principes de la philosophie sont la traduction française par l'abbé Picot, qui, tout abbé qu'il était, est en fait un des grands libertins de l'époque, ami de Jacques Vallée des Barreaux, et qui est célèbre pour sa mort, n'est-ce pas, enfin pour la manière dont il est mort, en promettant une somme au curé qui voulait s'approcher de lui, si il ne lui, je cite, criaillait pas dans les oreilles. Et comme le curé se met à marmonner de plus en plus fort toutes sortes de prières, etc., il dit, écoutez, monsieur, j'ai encore suffisamment d'énergie pour vous retirer la somme que je vous ai promise. Et bon, enfin, etc. Donc, c'est raconté dans les historiettes de Talleyrand des Réaux, c'est tout à fait distrayant. Et donc, cet abbé Picot, c'est en fait, c'est le sieur Claude
Picot, qui est donc un libertin. Donc, on n'insiste pas toujours là-dessus. Mais bon. Alors, en revanche, rien de tel chez Ferdinand Alquier, qui est l'éditeur du texte qu'on va voir maintenant. Donc, à la note numéro 1, page 126 de cette édition des Principes de la philosophie, donc, qui figure dans le tome 3 des œuvres philosophiques, Paris, Classique, Garnier, etc., qui ont été repris en 2010 aux éditions Classique Garnier, que vous trouvez dans la rue, devant la Sorbonne quasiment. Ces volumes jaunes, n'est-ce pas, qui pèsent un âne mort, mais qui sont bien utiles. Donc, dans la note numéro 1 de la page 126 de son édition des Principes de la philosophie, Ferdinand Alquier fait 3 remarques importantes. Premièrement, il soutient que Descartes est conceptualiste. Deuxièmement, il s'étonne de le voir traiter des universaux. Et troisièmement, il souligne que Descartes met sur le même plan les universaux et les entités, les êtres mathématiques. Ferdinand Alquier, donc 1906-1985. J'ai suivi, étant jeune, étudiant, les cours d'Alquier, et c'était très intéressant, je dois dire. À l'époque, le monde était coupé en deux. Il y avait les auditeurs sectateurs d'Alquier et de l'œuvre fondamentale, la découverte métaphysique de l'homme chez Descartes, et il y avait les auditeurs sectateurs de Guéroult, Descartes selon l'ordre des raisons, et on ne pouvait pas normalement, c'était comme le clivage entre pchit citron et pchit orange, on ne pouvait pas communier sous les deux espèces. Alors j'ai fini par me décider pour Guéroult, quand même, mais bon, mais enfin malgré tout c'était bien d'écouter Alquier. Alors voilà le texte. Affirmant que les universaux ne sont point hors de notre pensée, Descartes adopte le point de vue dit conceptualiste. À vrai dire, il est curieux de le voir aborder le problème des universaux. Mais, rédigeant un manuel des principes de la philosophie, Principia Philosophiae, destiné à remplacer les manuels scolastiques, il ne peut passer ce problème sous silence. On remarquera que, parlant des universaux dont sa philosophie ne se sert guère, c'est le moins qu'on puisse dire, Descartes tend à ramener leur problème à celui des notions mathématiques dont elle fait, sa philosophie, au contraire, grand usage. C'est pourquoi, donc vous voyez, c'est parce qu'il s'intéresse beaucoup aux notions mathématiques et qu'il en fait grand usage, qu'il ramène les universaux aux notions mathématiques. C'est pourquoi Descartes commence par parler du nombre, qu'il assimile aux universaux, comme si c'était un tour de personnel, n'est-ce pas, et insiste sur le fait que le nombre, considéré en général, n'est point hors de notre pensée. Spinoza ira plus loin et verra dans le nombre un procédé de l'imagination, mais comme Descartes, il assimilera le nombre aux universaux scolastiques. Alors chacun des 3 points d'Alquier mériterait un long commentaire. Descartes est conceptualiste, c'est étonnant de le voir parler des universaux. Il met sur le même plan, et c'est un tour personnel, universaux et êtres mathématiques. Chacun de ces points méritera un long commentaire. S'agissant donc du 3e et du 2e point, je me contenterai de rappeler que le rapprochement entre les entités mathématiques et les universaux n'est pas lié à une prédilection de Descartes pour les notions mathématiques. Ce n'est pas une question d'usage prédominant. Ce rapprochement entre les entités mathématiques et les universaux, on pourrait l'aborder de bien des points de vue, j'en choisis et on n'en retient qu'un, il correspond à l'un des 2 modèles de l'abstraction, en grec aphairesis, mise en œuvre dans la tradition aristotélicienne, antique et médiévale, d'Alexandre d'Aphrodise à la fin des années 1500. Le modèle de l'abstraction mathématique, donc, est le premier modèle de l'aphairesis, l'abstraction, principalement géométrique, qui consiste à dépouiller une image
ou la représentation d'une chose de ses traits individualisants, essentiellement matériels. Vous dépouillez l'image d'une chose de tout ce qui, dans cette image, est lié à la matière. C'est une des manières de penser l'abstraction mathématique à partir d'Alexandre d'Aphrodise. Mais vous avez aussi le modèle de l'induction abstractive, et pas Gauguet, l'induction, qui est mise en place par Aristote lui-même dans deux textes, et tout particulièrement dans le texte des Seconds analytiques de 19, traduction Tricot, qu'on va voir. De la sensation vient ce que nous appelons le souvenir. Donc on va suivre ici le trajet, la trajectoire de la production de quelque chose comme une notion générale abstraite. Aristote est empiriste, tout part de la sensation. Vous savez qu'on lui attribuera l'adage Nihil est in intellectu, quod prius non fuerit in sensu, rien n'est dans l'intellect qui ne se soit trouvé auparavant dans la sensation. De la sensation vient ce que nous appelons le souvenir. On perçoit une chose, une impression s'en dépose dans l'âme. Du souvenir plusieurs fois répété d'une même chose vient ce qu'on appelle l'empirie, l'expérience, l'empéria. Car une multiplicité numérique de souvenirs constitue une seule expérience, et c'est de l'expérience à son tour, c'est-à-dire, une empirie, une expérience, c'est quoi? L'universel en repos tout entier dans l'âme comme une unité en dehors de la multiplicité et qui réside une et identique dans tous les sujets particuliers. Avec ça, vous avez une doctrine des universaux, et notamment une doctrine de l'universel in re, vous vous rappelez, dans la chose, puisque cette unité qui est en dehors du multiple est en fait une et identique, la même tout entière, dans chaque sujet particulier. C'est donc qu'elle est à la fois hors du multiple et dans le multiple, tout entière en chacun. Alors, c'est de l'expérience l'universel en repos tout entier dans l'âme que vient le principe de l'art et de la science, techné épistémé, de l'art en ce qui regarde le devenir, on va fabriquer des choses à partir de là, faire quelque chose en tout cas, et de la science en ce qui regarde l'être. Ce modèle sensation, souvenir, expérience, vous le retrouvez, bien sûr, dans l'autre texte, peut-être plus connu encore, je ne sais pas, le premier chapitre du premier livre de la métaphysique. Les animaux autres que l'homme vivent réduits aux images et aux souvenirs. Ils ne participent que faiblement à la connaissance empirique. Vous voyez maintenant ce que veut dire empirique, c'est la capacité de former des représentations générales, tandis que le genre humain s'élève jusqu'à l'art et au raisonnement. Comment? Eh bien, précisément par ce chemin qu'il est le seul, le genre humain, à parcourir, à partir de la sensation jusqu'au raisonnement. C'est de la mémoire que provient l'expérience pour les hommes, une pluralité de souvenirs répétés, vous vous rappelez? C'est de la mémoire que provient l'expérience pour les hommes. En effet, une multiplicité de souvenirs de la même chose en arrive à constituer finalement une seule expérience. C'est pour ainsi dire mot à mot le texte des secondes analytiques. Et l'expérience paraît bien être à peu près de même nature que la science et l'art, avec ces différences toutefois que la science et l'art adviennent aux hommes par l'intermédiaire de l'expérience, car l'expérience a créé l'art, et pas l'inverse. L'art naît lorsque d'une multitude de notions expérimentales se dégage un seul jugement
universel, applicable à tous les cas semblables. S'y connaître, faire les choses dans les règles de l'art, c'est précisément être capable effectivement d'avoir, à partir d'une multitude de notions expérimentales, dégager une règle ou un jugement universel applicable à une pluralité de cas similaires. Donc le conflit entre ces deux modèles, le modèle de l'abstraction mathématique, du dépouillement d'une image par soustraction de ses traits individualisants matériels, d'une part, et le modèle de l'induction abstractive où l'on s'élève au général à partir de la saisie des particuliers, le conflit entre ces deux modèles, donc la saisie des ressemblances, dans l'induction abstractive, qui est la base de ce qu'on appelle le nominalisme de la ressemblance, resemblance nominalism, et la neutralisation de traits singularisants, comme dans l'abstraction mathématique, non pertinents pour le type. Ce conflit entre les deux modèles de l'abstraction est une donnée structurelle. C'est une tendance lourde de l'aristotélisme, dont les effets se sont fait sentir tout au long du Moyen-Âge. On soutenait l'une ou l'autre doctrine, parfois les deux, et de la seconde scolastique. Tout au long du Moyen-Âge et tout au long de la seconde scolastique, on confrontait l'abstraction mathématique et l'induction abstractive. Et de ce fait, on ne peut pas dire que le rapprochement opéré par Descartes entre les entités géométriques et les universaux, on ne peut pas dire que ce soit le fruit d'une idiosyncrasie personnelle. Il n'y a aucune raison de s'étonner de voir Descartes mettre sur le même plan universaux et êtres mathématiques. Ce qui intéresse en revanche l'historien et l'archéologue, ce n'est pas qu'il le fasse, c'est la manière dont il le fait. Le parallèle dressé donc au paragraphe 58 entre les nombres et les universaux, j'ai dit qu'il fallait le considérer du point de vue du contexte, eh bien ce parallèle sur lequel on va venir, en tout cas il s'inscrit dans un développement qui a commencé au paragraphe 56 par la mise en place d'une distinction très importante dans la pensée cartésienne et la pensée post-cartésienne, la distinction entre attributs ou qualité et mode ou façon. L'attribut et le mode. C'est une distinction fondamentale dans l'histoire de la philosophie moderne. Je ne m'y engage pas là, mais retenez que c'est dans ce paragraphe 56 que cette distinction qui sera déterminante pour toute l'histoire de la philosophie moderne et pour le cartésianisme aussi bien, et d'abord, est formulée. Bon. Alors, une fois cette distinction entre attribut et mode mise en place, Descartes explique au paragraphe 57 qu'il y a des attributs qui appartiennent aux choses auxquelles ils sont attribués et des attributs qui dépendent seulement de notre pensée. Vous voyez, une chose a des attributs, comme on dit. Soit ces attributs lui reviennent, elle en est pour ainsi dire propriétaire en soi, soit les attributs de la dite chose dépendent en réalité de notre manière de concevoir, de saisir, de poser les choses. Donc parmi les attributs d'une chose, il y a ceux qui lui appartiennent et ceux qui dépendent de notre pensée à nous. Qu'y a-t-il comme entité qui puisse être caractérisé comme un attribut dépendant de notre pensée? Eh bien, Descartes dit, se range dans cette catégorie, si on peut dire, le temps, les nombres et les universaux. Donc le développement qui est fait dans les deux paragraphes qui suivent sur les universaux et les nombres a commencé par la remarque disant que parmi les attributs des choses, eh bien, ceux qui dépendent de notre pensée sont le temps, les nombres et les universaux. Le paragraphe 57 conclut en posant que le temps
distingué de la véritable durée des choses, le temps n'est qu'une façon de penser. Ce que nous appelons le temps n'est qu'une façon de penser. Le paragraphe 58, dont l'intitulé latin est Numerum et universalia omnia esse tantum modos cogitandi, poursuit. Alors, le nombre et tous les universaux ne sont rien d'autre que des modi cogitandi, des façons de penser, des manières de penser, des modes de pensée. Voilà le texte. En français, donc le français de l'abbé Picot et le latin de Descartes. De même, le nombre que nous considérons en général, sans faire réflexion sur aucune chose créée, n'est point hors de notre pensée, non plus que toutes ces autres idées générales que dans l'école on comprend sous le nom d'universaux. Donc, omnia alia que universalia vocamus, ce que nous appelons les universaux. Vous voyez que l'abbé Picot, il clarifie la pensée de Descartes. Bon, bien sûr, c'est ce qu'on appelle couramment les universaux, mais la traduction française dit ce que dans l'école on appelle les universaux, on comprend sous le nom d'universaux. Donc, si on considère le nombre en général, sans considérer des choses créées, numérables, dénombrables. Si on considère le nombre en général, abstraction faite des choses qu'il nombre, eh bien, ce nombre-là n'existe que dans notre pensée. Et c'est le cas aussi de tous ces machins, ces idées générales que on appelle universaux. Alors, le paragraphe 59, qui est intitulé en français « Quels sont les universaux ?» et en latin « Quomodo universalia fiant et quaesin quinque vulgata genus species differentia proprium accidens ». Donc, ce paragraphe 59 va nous expliquer deux choses, le mode de production des universaux, leur genèse, et d'autre part, il va nous expliquer en quoi consiste ce que l'on appelle vulgairement, enfin, communément, genre, espèce, différence, propre et accident. Alors, les universaux, en français, qui se font de cela seul que... Bon, tandis que le texte latin dit « fiunt haec universalia », bon, ces universaux, le mot « universaux » est dans le texte latin, il est sous-entendu en français. Qui se font de cela seul que nous nous servons d'une même idée pour penser à plusieurs choses particulières qui ont entre elles un certain rapport. Donc un universel, c'est ça. Il y a universel quand on se sert d'une même idée pour penser à plusieurs choses particulières qui ont entre elles un certain rapport. Lorsque nous comprenons sous un même nom les choses qui sont représentées par cette idée, on peut avoir une idée universelle, et après, lorsqu'on comprend sous un même nom toutes les choses singulières ou particulières qui sont représentées par cette idée universelle ou générale, eh bien le nom en question, lui aussi, nous disons qu'il est universel. Fiunt haec universalia exeo tantum, quod una eadem idea ut amor ad omnia individua, que inter se similia sunt, cogitanda. Ut essiam unum et idem nomen, etc. Donc on a una et eadem idea et unum et idem nomen. Une seule et même idée pour penser une pluralité de choses particulières qui ont entre elles un certain rapport de ressemblance. Un seul et même nom qui, effectivement, est imponimus, vous voyez le mot imposé, que nous imposons aux diverses choses qui sont représentées par cette idée. Donc, en somme, et pour résumer en une phrase, les universaux sont des noms universels d'idées universelles. Noms universels d'idées universelles.
André Robinet paraphrase dans le livre intitulé Descartes, la lumière naturelle, intuition, disposition, complexion. Je ne sais pas si on le lit beaucoup, mais on voit que je publie chez Vrin, puisque je constate que j'ai mis 2 fois Paris-Vrin, bis repetita. Descartes, la lumière naturelle, intuition, disposition, complexion, dans la collection qui s'appelle De Pétrarque à Descartes, qui, à sa manière, plaide pour le long Moyen-Âge. Par cette seule et même idée, traduit Robinet, enfin paraphrase, nous imposons un seul et même nom à toutes les choses singulières similaires représentées par cette idée, et ce nom est imposé à ce rapport. Je trouve que c'est extrêmement clair la manière dont Robinet présente la thèse. Alors après, bon, il faut voir. Mais imposer, c'est le vocabulaire de la théorie médiévale du signe et du langage, dont on a vu quelques éléments dans la journée d'études hier, dans l'après-midi, en tout cas. Donc, en aucune façon, quels que soient les mérites ou les défauts de cette paraphrase de Robinet, quels que soient ses défauts, ses mérites, une chose est sûre, les universaux ne sont pas des choses. Il n'y a pas de choses universelles. C'est pour illustrer cette thèse que Descartes recourt à un exemple géométrique, l'idée du triangle. Mais il ne faut pas perdre de vue, quand il s'intéresse à l'idée du triangle, quels sont ses objectifs dans le paragraphe 59. Et je le répète, l'objectif immédiat, c'est de montrer comment se font les universaux. Et deuxièmement, il s'agit de montrer comment ils se déduisent et comment les uns des autres, n'est-ce pas, et comment se construit l'arbre de Porphyre. L'objectif général, qui englobe cet objectif immédiat, c'est de montrer que les universaux sont seulement des modi cogitandi, des manières de penser, comme l'ordre, la durée et le nombre, ce qui veut dire donc montrer que les nombres et les universaux dépendent de notre pensée. C'est ça l'objectif le plus général. L'objectif donc général étant de montrer que les universaux sont seulement des modi cogitandi comme l'ordre, la durée et le nombre, Descartes va commencer par expliquer ce que l'on pourrait appeler le mode de production d'un nombre, sa genèse, si vous voulez, sa construction. Puis il va passer très logiquement à celle de l'universel. Le point remarquable est que cet universel, qui fait suite donc aux réflexions de Descartes sur le mode de production du nombre, cet universel va être illustré par un exemple géométrique. Pour ce qui est du nombre, le processus est le suivant. Quand nous voyons 2 pierres, et que, sans penser autrement à ce qui est de leur nature, nous remarquons seulement qu'il y en a 2, nous formons en nous l'idée d'un certain nombre, que nous nommons le nombre de 2, traduit toujours l'abbé Picot. Si, voyant ensuite 2 oiseaux ou 2 arbres, nous remarquons, sans penser aussi à ce qui est de leur nature, qu'il y en a 2, nous reprenons par ce moyen la même idée que nous avions auparavant formée. 2 fois 2, nous la rendons universelle. Et le nombre aussi, que nous nommons d'un nom universel, le nombre de 2. Alors manifestement, la genèse du nombre combine les 2 types d'abstraction qu'a légué la tradition ancienne et médiévale. L'attention discriminante, je prête attention à mes 2 pierres, mais sans faire attention à cela, qu'elles sont des pierres. Et ce que c'est, ni porter attention à ce que c'est que d'être une pierre. Je remarque seulement qu'il y en a 2. Donc, attention discriminante et induction par ressemblance, puisque
quand la même situation se représente, à savoir non pas que je revois deux pierres, mais que je vois deux oiseaux ou deux arbres, la même situation se représente, à savoir qu'il y en a de rechef, à nouveau deux oiseaux cette fois, mais je ne fais pas attention au fait qu'il s'agisse d'oiseaux, deux arbres, etc. Donc là, on a une induction par ressemblance. La ressemblance, c'est qu'il y en a deux dans chaque cas. Donc le processus décrit par Descartes pour rendre compte à la fois de la formation de l'universel et de la classification, différenciation des universaux en 5, genre, espèces, différences propres et accidents, est intéressant parce que, comme je disais, pour remplir ce second point de son programme, la déduction de ces universaux, une fois qu'on a repéré la manière dont se pouvait construire quelque chose d'universel, il faut maintenant distinguer le genre, l'espèce, etc. Alors comment Descartes négocie-t-il tout cela? Eh bien, le processus qu'il décrit pour rendre compte de la formation de l'universel et de la classification, différenciation des universaux en genre, espèces, etc., il est très intéressant du point de vue de l'histoire de la philosophie, à mon avis, parce qu'il peut être regardé comme l'une des sources du problème auquel la théorie la plus décriée de John Locke est censée apporter une solution, je veux dire la théorie du triangle général. Alors, regardons le texte de Descartes et on viendra à Locke après. De même, donc, on a parlé de la construction du nombre 2 et de la production du nom universel 2, binaire, en fait, binarium en latin. Maintenant, on passe à l'universel après le nombre. De même, et pour penser universel, on prend un exemple géométrique. Après le nombre, qui était une entité arithmétique. De même, lorsque nous considérons une figure de trois côtés, nous formons une certaine idée que nous nommons l'idée du triangle. Et nous en servons ensuite à nous représenter généralement toutes les figures qui n'ont que trois côtés. Mais, quand nous remarquons plus particulièrement que des figures de trois côtés, les unes ont un angle droit et que les autres n'en ont point, nous formons en nous une idée universelle du triangle rectangle, qui, étant rapportée à la précédente, qui est générale et plus universelle, peut être nommée espèce. Donc le triangle rectangle illustre l'espèce dont le triangle général était précisément l'illustration du genre. Et l'angle droit, la différence universelle par où les triangles rectangles diffèrent de tous les autres. Donc, genre, espèce, différence. De plus, si nous remarquons que le carré du côté qui sous-tend l'angle droit est égal au carré des deux autres côtés et que cette propriété convient seulement à cette espèce de triangle, nous la pourrons nommer propriété universelle des triangles rectangles, c'est-à-dire qu'on vient d'acquérir la notion de propre. Il ne nous manque plus grand-chose. Enfin, si nous supposons que de ces triangles, les uns se meuvent et que les autres ne se meuvent point, alors je ne sais pas si Descartes pensait déjà à une présentation PowerPoint permettant de voir apparaître, comme hier après-midi, des triangles sémantiques, ce que je ne suis pas capable encore de vous faire apparaître, mais supposer que de ces triangles, les uns se meuvent et que les autres ne se meuvent point, nous prendrons cela pour un accident universel en ces triangles. Et c'est ainsi qu'on compte ordinairement 5 universaux, à savoir le genre, l'espèce, la différence, le propre et l'accident. Même chose évidemment dans le texte latin. Alors, le recours à l'idée générale du triangle pour illustrer la question de la formation de l'universel et de la typologie des universaux, genus, species, differentia proprium et accidens, est à mon avis un premier pas en direction des thèses de Locke sur le triangle général.
Je mentionne pour mémoire les thèses de Locke sur l'idée générale de triangle et vous renvoie pour plus de détails philosophiques aux analyses de Frédéric Neff dans le livre intitulé « L'objet quelconque, recherche sur l'ontologie de l'objet », où Neff présente une analyse de la critique des objets généraux chez l'un des plus sévères critiques de Locke, Berkeley, mais aussi dans la philosophie plus récente, Husserl et Lejniewski. Alors, les deux thèses de Locke, l'idée générale, thèse 1, de triangle, ne doit être ni oblique-angle, ni rectangle, c'est traduction de Pierre Coste à l'époque, l'idée générale de triangle ne doit être ni oblique-angle, ni rectangle, ni équilatéral, ni isocèle, ni scalène. Un triangle général n'est ni rectangle, ni équilatéral, puisqu'il est général. Mais si le triangle rectangle est bien un triangle, si tout triangle équilatéral est un triangle, et si tout triangle isocèle est un triangle, alors il faut bien que ce triangle général qui n'est rien de tout cela soit tout cela aussi bien. Donc vous avez ces deux thèses qui ont donné la migraine à pas mal de philosophes. L'idée générale de triangle ne doit être ni oblique-angle, ni rectangle, ni équilatéral, ni isocèle, ni scalène. Vous retirez tout cela et il reste le triangle générique. Mais l'idée générale de triangle doit être à la fois tout cela et rien de tout cela. C'est la deuxième thèse de Locke. General idea of a triangle must be neither oblique nor rectangle, etc. But all n known of this at once. All n known. Tout cela et rien de tout cela. At once, en même temps, simultanément, d'un coup. Alors bon, il suffit peut-être pas d'avoir pris l'exemple du triangle pour être en route vers le triangle général de Locke, c'est pas ce que je veux dire, mais le point de départ est là. Je trouve que c'est intéressant de voir que dans les Principia, Descartes prend l'exemple du triangle. Maintenant, ça mériterait évidemment une enquête plus approfondie pour voir si ça n'était pas un signe banalité, ce que je ne saurais pas dire à l'instant. Bon, reste en tout cas le premier point d'Alquier. Alquier qui soutient que Descartes est conceptualiste. Alors là, il faut regarder de plus près. C'est une thèse que Descartes est conceptualiste, que l'on peut soutenir si l'on voit simplement dans le conceptualisme la thèse affirmant que les universaux, autrement dit les idées générales, n'existent pas hors de notre pensée. Si vous soutenez ça et que c'est ça le conceptualisme, alors effectivement, on peut dire que Descartes est conceptualiste, puisqu'il vient de nous expliquer que les universaux n'existaient pas hors de notre pensée. Mais, bon, c'est manifestement la thèse d'Alquier, ce n'est pas la thèse, aussi manifestement, que retient Octave Hamelin dans son grand ouvrage sur le système de Descartes. Le système de Descartes, publié en 1911, avec une préface d'Émile Durkheim, à titre posthume, n'est-ce pas? C'est un ouvrage posthume d'Hamelin, édité par le grand helléniste, qui était probablement son collègue et ami, Léon Robin. Le système de Descartes, 1911, édition donc par Léon Robin. Hamelin a une fin triste, alors qu'il n'est pas celle du libertin. Il est mort noyé, n'est-ce pas? Non. Il avait été nommé en Sorbonne en 1905, en ayant auparavant enseigné à Bordeaux. Et il est aussi, outre le système de Descartes, n'est-ce pas, qui est son ouvrage de 1911, posthume, puisqu'il est mort en 1905, il est aussi l'auteur posthume du système d'Aristote, qui se lit encore avec intérêt, publié toujours par Léon Robin. Alors, dans le système de Descartes, Hamelin range Descartes dans le camp des nominalistes. Et il ne fait pas de référence au conceptualisme,
en tout cas, s'il en fait une, elle m'a échappé. Hein. Et en revanche, il pose la question d'un certain réalisme de Descartes. Vous voyez, quand je disais tout à l'heure, est-ce que Descartes ne serait pas, après tout, n'aurait pas des positions philosophiques qu'on pourrait, même s'il n'a pas dit grand-chose des universaux, malgré tout, est-ce qu'il n'aurait pas des positions qui pourraient le tirer dans le sens du conceptualisme, du nominalisme, mais aussi du réalisme, aussi bizarre que ça puisse paraître. Alors, Hamelin pose la question du réalisme de Descartes, lié au traitement cartésien des notions d'essence et de nature. Hein. Descartes réaliste. Alors, l'hypothèse est caressée, hein. Disons, la réponse finale est négative. Et je ne peux pas entrer à présent dans les détails, j'y reviendrai par la suite, mais je me contente donc aujourd'hui de vous présenter le texte qui touche expressément la question des universaux et le nominalisme de Descartes. Faut-il donc admettre que Descartes, s'il n'est pas réaliste comme Aristote, surtout comme l'Aristote très sensualiste de la tradition scolastique, l'est du moins comme le Platon des Alexandrins. Nous ne voulons pas nier la tendance au réalisme platonicien chez Descartes. Mais cette tendance est tenue en échec par une tendance opposée. Cette seconde tendance fait d'abord sentir ses effets à propos des universaux. L'esprit de la théorie des universaux chez Descartes est incontestablement nominaliste. Alors, pourquoi ? Il déclare que les universaux n'existent point hors de notre pensée. Donc c'est la même thèse que celle qui servait à Alquier pour dire que Descartes était conceptualiste. Mais Hamelin précise, mais cela ne veut pas dire seulement qu'ils ne sont pas des choses en soi. Cela veut dire qu'ils n'existent en aucune façon, même mentalement, à la manière des choses. Même mentalement, hein, à la manière des choses. Ce ne sont dans la pensée même que des rapports, des actes, et non des objets de la pensée. Vous voyez, c'est deux lignes. Hein. Ce ne sont dans la pensée même que des rapports, des actes, et non des objets de la pensée. On pourrait passer un an sur cette phrase. Il n'existe en aucune façon, même mentalement, à la manière des choses. Ce ne sont dans la pensée même que des rapports, des actes, et non des objets de la pensée. Je vais revenir sur cette phrase. Maintenant, il est vrai que Descartes distingue entre les universaux et les essences, mais toute sa théorie de la pensée, à travers autant d'hésitations qu'on voudra, s'oriente vers la définition la moins réaliste, du moins en esprit et en vérité, on a l'impression de lire la Bible, n'est-ce pas, qu'on n'ait jamais donné de la pensée. Alors je laisse ce texte d'Hamelin en pierre d'attente. Nous le reprendrons l'année prochaine, vous voyez que je le vois loin, en séminaire, lorsque nous traiterons de la représentation. C'est le sujet du séminaire de l'année prochaine, qui est déjà fixé, sera les fonctions psychiques, la représentation et le jugement. La philosophie médiévale et moderne. On reprendra ça. Ce qui compte maintenant, simplement, hein, c'est pour ça que je l'ai mis en gras, c'est la distinction entre acte et objet, dont on verra l'extraordinaire impact du XIVe au XIXe siècle. Distinction entre acte et objet. S'agissant de Descartes, je rappelle de nouveau une analyse de Robinet fondée sur une confrontation avec l'auteur que j'avais évoqué la semaine dernière, anti-aristotélicien comme Descartes, Pierre de la Ramée, Ramus, Pierre de la Ramée, le héros malheureux de la pièce de Marlowe, Massacre à Paris. Et voilà ce que dit Robinet, qui a le mérite d'avoir, je crois, le premier, vraiment consacré une réflexion et une enquête à la relation existante entre Descartes et Pierre de la Ramée, du point de vue de l'invention de la méthode. Bon, mais alors, il y avait dans la Ramée
des allusions précises à la querelle des universaux, que Descartes devait estimer d'autant plus dépassée que le statut de l'idée innée n'est ni réaliste, ni conceptualiste, ni essentialiste, mais est l'acte même. L'idée innée, ce n'est pas un objet, c'est un acte. C'est l'acte même dont la pensée opère, soit par l'entendement seul, soit par l'imagination ou le sentiment liés au corps. Face à ces actes de la vis cogitandi et à ces modes, n'existent que les individus. Alors là, c'est une thèse de particularisme ontologique qui est caractéristique du nominalisme. Face à ces actes de la vis cogitandi et à ces modes, n'existent que les individus, ce qui ressortira du sens que la substance prend en philosophie. Première. Alors, cette phrase est très intéressante. Le statut de l'idée innée n'est ni réaliste, ni conceptualiste, ni essentialiste, mais est l'acte même. Et face à cet acte, n'existent que les individus. S'agissant donc de la distinction entre objet et acte, je me contente pour l'instant de vous indiquer que ce qu'on appelle aujourd'hui théorie de l'acte est notamment, pour ne pas dire avant tout, la théorie de Guillaume d'Occam, le nominaliste par excellence quand même, dont les principales thèses sont sur fond de rejet justement des spécies. Tout à l'heure dans le cours, je disais, est-ce que l'âme se connaît par sa propre essence ou par des formes ou spécies, intelligibles ou sensibles? Les principales thèses dans le domaine de la théorie de la cognition d'Occam sont le rejet des spécies ou des formes intermédiaires entre le connaissant et le connu. Il n'y a rien entre le connaissant et le connu. Et donc, alors, très précisément, les thèses d'Occam, donc ayez en tête ce qu'on vient de voir chez Ruinet, le statut de l'idée innée n'est ni réaliste, ni conceptualiste, ni essentialiste, mais l'acte même dont la pensée opère, etc. Face à ces actes de la vis cogitandi, n'existent que les individus. La théorie de l'acte. Donc, la théorie d'Occam, elle se caractérise premièrement par le rejet de toute théorie de la connaissance expliquant l'acte de cognition en termes de relation à un objet interne d'appréhension. La connaissance, la théorie de la connaissance d'Occam est un réalisme cognitif direct. Il y a le connaissant et l'objet externe connu. Entre les deux, il n'y a pas un double, une duplication, une similitudo, une reproduction de l'objet externe qui serait un objet interne d'appréhension. Il n'y a pas de médiation. Il n'y a pas deux objets dans la théorie de la connaissance. Un objet externe, un objet interne et un acte de connaissance opéré par un sujet connaissant. Donc l'acte de cognition, en termes de relation à un objet interne d'appréhension, vous l'oubliez, si j'ose dire, chez Occam. Et du même coup, on parle de réalisme gnoséologique ou cognitif direct, c'est-à-dire que nous connaissons les choses, nous avons accès au monde réel, cognitivement. Alors que, évidemment, si vous maintenez qu'il y a un intermédiaire, un objet interne qui est connu, vous pouvez tout à fait soutenir que l'objet externe n'est jamais connu, que vous ne connaissez que l'objet interne. Et vous allez vers un scepticisme. La duplication de l'objet de connaissance, objet éloigné, objet immédiat, objet externe, objet interne, est la porte ouverte au scepticisme. Pas nécessairement, mais c'est la porte ouverte au scepticisme. C'est évidemment une thèse qu'on appelle aussi idéaliste, et plutôt que d'objets, parler maintenant d'idées, vous trouverez les thèses traditionnelles sur the way of ideas, sur toutes ces médiations inutiles que le rasoir d'Occam a supprimées d'un geste impétueux mais précis. Alors, deuxièmement, c'est clair cette théorie, pas d'objet interne d'appréhension. Deuxièmement, la connaissance ne requiert rien d'autre que l'acte de cognition lui-même. Et troisièmement, ce qui va de soi, une fois qu'on a posé les deux autres thèses, l'affirmation
que l'objet extérieur est ce qui est immédiatement connu. D'où la thèse du réalisme cognitif direct. Un exemple parmi des dizaines, dans l'ordinatio, c'est ce que signifie ORD. Hein. Ordinatio, alors qu'est-ce que ça veut dire ordinatio? OTH, ça veut dire Opera Theologica, bon, ça c'est une abréviation, mais ordinatio, c'est un mot latin qui désigne, vous voyez, ordinatio D36, ça veut dire ordinatio distinction 36, le chef-d'œuvre du maître en théologie au Moyen-Âge était la publication de son commentaire des sentences de Pierre Lombard. Pour devenir maître, il fallait avoir commenté les sentences. Ce commentaire peut exister sous diverses formes. Si c'est le public qui l'a noté, vous avez une reportatio, comme on dit. Donc vous avez des reportations. Là, bon. Si cela a été revu par le maître et publié sous son autorité, on a ce qu'on appelle la mise au net, une ordinatio. Et donc là, c'est du Occam pur sucre, n'est-ce pas? Ordinatio, bon, ça, on ne peut pas dire, oui, attendez, ils ont mal entendu. Enfin, bon. Intellectus facit illud esse intellectum, quod prius erat intellectum in potentia. L'intellect fait être en acte ce qui auparavant était intelligible, enfin en puissance. L'intellect fait être intelligé, si vous voulez, ce qui auparavant était intelligé en puissance ou intelligible. Et hoc non est facere objectum cognitum. Et cela, ça ne consiste pas à produire, à faire être un objet connu dans la pensée. C'est faire être la connaissance, l'acte de connaissance par laquelle on connaît la chose qu'on connaît. Vous voyez, la production d'un intelligible, ça devient tout à fait autre chose que ce que ça pouvait être dans la philosophie ancienne. Ça n'est plus un objet qui s'actualise, c'est un acte qui se réalise, si je puis dire, qui s'effectue. Donc rien d'autre que le connaissant, son acte et le connu. Pas d'objet intermédiaire. Alors il y a beaucoup de belles études sur la question. L'une des plus intéressantes est celle de M. Pasnao, Robert, Theories of Cognition in Later Middle Ages. Bon, alors revenons à Cousin maintenant. Le scénario qui voit le conceptualisme se séparer du nominalisme a trois acteurs, Rosselin, Abélard et Occam, dont je viens de parler. Le synopsis, c'est le Festival de Cannes, donc on peut utiliser la distinction entre le scénario et le synopsis. Le brouillon du scénario, le scénario réduit sa plus simple expression. Le synopsis est antérieur à Cousin. Et, n'est-ce pas, la triade Rosselin, Abélard, Occam, c'est pas lui qui l'invente, évidemment. Mais la tripartition même entre réalisme, nominalisme et conceptualisme, vous doutez bien qu'il ne l'invente pas non plus, et elle est elle-même antérieure à lui. C'est une nécessité conceptuelle ou structurelle, disais-je, un tiers entre le nominalisme de Rosselin et le réalisme de Guillaume de Champeau. Il faut un tiers entre les mots et les choses. Ce tiers, donc, ça n'est pas Cousin qui le découvre. Et la meilleure preuve, c'est qu'il est déjà chez Gérando, dont nous sommes partis il y a quelques semaines maintenant. Il est déjà chez Gérando, l'idéologue, mais il est aussi, évidemment, dans les sources de Gérando. Médiévales et modernes. Le problème, donc, est de savoir d'où vient ce tiers, entre nominalisme et réalisme, et qui l'incarne exactement, qui l'incarne le mieux. Alors, comme je le soulignais la semaine dernière, le débat entre le nominalisme et le conceptualisme, c'est la grande affaire des années 1800. C'est entre les deux que se fait le choix du philosophe, et donc c'est à partir des deux, nominalisme ou conceptualisme, que
s'invente le récit de l'historien de la philosophie à cette époque. Sur quelle base et quelle archive? Que peut-on lire au début du XIXe siècle? Je vous rappelle que Gérandeau, c'est le tout début du XIXe, puisque c'est 1803. Alors, reprenons les sources, c'est ce que nous avions vu la semaine dernière, enfin, pas vu, on les a mentionnés. Donc, il y a un texte auquel tout le monde peut avoir accès et a accès, puisqu'il est assez souvent mentionné. Ça n'est rien d'autre que le Métalogicon, principalement, et le Polycraticus de Jean de Salisbury, auteur du XIIe siècle. Hier, nous avons, enfin celles et ceux qui étaient là ont pu entendre le spécialiste actuel de Jean de Salisbury, qui est Christophe Grelard, qui a publié un très beau livre sur Jean de Salisbury et la naissance du scepticisme, si j'ose dire, ou le retour du scepticisme au Moyen-Âge. XIIe siècle, donc c'est le contemporain d'Abélard. Hein. XVIe siècle, Aventinus, donc Johannes Thormeyer, dans les Annales Boiorum, c'est-à-dire l'histoire du duché de Bavière. C'est le deuxième texte important. Au XVIIe siècle, on avait mentionné, dès la semaine dernière, César du Boulay et son Historia Universitatis Parisiensis a Carolo Magno ad Nostra Tempora, en 6 volumes. J'avais mentionné aussi Charles Ducange et son glossaire, Glossarium, Medie et Infime Latinitatis, qui, contrairement à Thormeyer et du Boulay, délaisse la grande époque dont se réclamait le programme de 1845, vous vous rappelez, qui avait mis au concours une histoire de la philosophie scolastique. Lui se centre sur les origines de la querelle des universaux. Il ne la prend pas au XIIIe et XIVe siècle, il regarde le XIe et le XIIe. Donc, bon, il n'en dit pas grand-chose, mais il y a évidemment d'autres sources. Alors, la grande source, vous vous rappelez, c'est l'Historia Critica Philosophiae en 5 volumes de Jacob Brucker. C'est ça l'ouvrage véritablement fondateur, si on peut dire, de la grande histoire de la philosophie, Brucker. Mais bien sûr, il n'est pas le seul. J'ai indiqué ici Tennemann, avec sa Geschichte der Philosophie, 11 volumes, et son Grundriss der Geschichte der Philosophie für den akademischen Unterricht, en rappelant que Tennemann a été traduit précisément en français, en partie par Cousin. On a aussi Johann Gottlieb Boulay, son Lehrbuch der Geschichte der Philosophie et sa Geschichte der Neuen Philosophie. On a aussi, après, non plus seulement des sources historiques, mais des sources philosophiques, c'est-à-dire qu'il y a des textes de philosophie, on n'a pas des masses, mais il y en a, qui font l'apologie du nominalisme à une époque relativement tardive quand même. En général en latin, c'est le cas chez Jean Salabert, avec sa Philosophia Nominalium Vindicata. Il y a l'anonyme Ars Rationis ad Mentem Nominalium, publié en 1673, et j'ai pu constater avec plaisir qu'on accédait à ces textes maintenant grâce à la googlisation du monde. Nous avons Jacob Thomas, enfin on y accédait avant, simplement il fallait aller à l'autre bout de l'Europe, pour, voire hors de l'Europe comme à Oxford. Donc Jacob Thomasius Horatio de Secta Nominalium et Meiners, le célèbre De Realium et Nominalium Initiis et Progressu, qui est sorti dans les annales de l'Académie des sciences de Göttingen. Alors bon, ce qui intéresse l'archéologue, ce n'est pas de dresser un inventaire des sources possibles, disais-je, c'est de les voir se composer, s'articuler dans une intrigue précise, à un moment déterminé, dans un horizon précis. Alors, cette intrigue, selon moi, se noue autour de la relation entre philosophie écossaise et philosophie française. Dès que vous parlez de cousins, il faut avoir ça à l'horizon. La philosophie écossaise, la philosophie française. Et sur un point décisif, la distinction entre le nominalisme et le conceptualisme. Je vous ai dit, c'est la grande affaire des années 1800, et maintenant on va le prouver. Donc Gérandeau, notre
premier héros avant Cousin, discute l'interprétation des universaux que donne un Écossais. Cet Écossais, c'est Dugald Stewart, 1753-1828, grand et très important philosophe, professeur de philosophie morale à Édimbourg, auteur des éléments de la philosophie de l'esprit humain, Elements of the Philosophy of the Human Mind, qui a connu plusieurs états, n'est-ce pas, puisqu'il a avancé lentement, 3 volumes, 92, 14, 27, ça met construit progressivement. Traduction française, dès 1808 pour le volume 1, par Pierre Prévost, à Genève, élément sikh de la philosophie de l'esprit humain. Alors, Dugald Stewart philosophe écossais donc, a suivi les cours de Thomas Reid à Glasgow, avant d'être nommé professeur de philosophie morale en 1785 à l'université d'Édimbourg. Et dans les Elements of the Philosophy of the Human Mind, il évoque en détail les thèses de Reid sur les universaux. Le récit fondateur, je dirais, du coup. Gérando critique Stewart. Bon. Eh bien, Stewart, qu'est-ce qu'il fait? Il va discuter Thomas Reid. Donc le récit fondateur pour l'histoire de la querelle des universaux dans la philosophie écossaise, c'est celui que propose Thomas Reid, le fondateur de l'école écossaise. Et cela, donc, dans le tome 2 de ses Essays on the Intellectual Powers of Man. Je parlais tout à l'heure des facultés, n'est-ce pas? Mais il y a aussi Powers. Eh bien, voilà. Essays on the Intellectual Powers of Man. Donc, ce texte a été traduit en français et par des membres français de l'école écossaise. Puisque quand on parle d'école écossaise, il ne faut jamais oublier qu'il y a des Français de France, en France, à savoir Jouffroy, par exemple, qui traduit les œuvres complètes de Thomas Reid, chef de l'école écossaise, mais vous avez aussi Royer-Collard, toute une série de personnages qu'on a un petit peu oubliés, mais Cousin lui-même lit tout cela, ainsi que Charles de Rémusat, ainsi que, donc, comme je disais, et pour cause, Jouffroy. Donc, je vous signale donc il y a 2 possibilités d'accéder à ces essais sur les pouvoirs intellectuels de l'homme. Donc la grande édition moderne de Brooks et Atkinson 1988, mais celle qui a de l'importance historiquement, c'est la deuxième, celle que vous avez en dessous, Works of Thomas Reid with Notes and Supplementary Dissertations by Sir William Hamilton. Bon, parce que Hamilton est un des grands philosophes de l'école écossaise et il a édité les œuvres de Thomas Reid avec évidemment des commentaires intéressants et des annotations. Alors, la querelle vue par Reid. La querelle entre nominalistes et réalistes commence au XIe siècle, dit Reid, avec Rosselin, qui invente le nominalisme, et elle se continue au XIIe avec son disciple Abélard. Vers cette époque, c'est-à-dire la fin du XIe siècle, je cite la traduction de Jouffroy, Rosselin ou Rousselin, maître du célèbre Abélard, introduisit une nouvelle doctrine et soutint qu'il n'y a rien d'universel que les termes ou les noms. Cette hérésie et quelques autres semblables lui valurent les honneurs de la persécution. Mais grâce à son éloquence et à celle de son disciple Abélard, sa doctrine se répandit. Ses partisans furent appelés nominalistes, ses adversaires qui soutenaient qu'il existe réellement dans la nature des choses universelles reçurent le nom de réalistes. Les conceptualistes, où sont-ils? Eh bien, ils occupent une position intermédiaire entre les deux, et loin de tenir le haut du pavé, ils sont au contraire déprimés, au sens ancien du terme, et écrasés par leurs adversaires mutuels. L'effet de cette controverse entre nominalistes et réalistes fut de partager les scolastiques en 2 sectes. Quelques-uns, cependant, mais en petit nombre, adoptèrent une opinion intermédiaire. L'universalité que les réalistes plaçaient dans les choses et les nominalistes dans les noms, ils la mirent dans nos conceptions, prétendant
qu'elle ne pouvait être ni dans les noms, ni dans les choses. De là vint le nom de conceptualiste qu'on leur donna. Mais exposés aux feux opposés des deux partis rivaux, ils ne jouèrent qu'un rôle fort secondaire. Donc le conceptualisme pour Reid, c'est loin d'être une philosophie dominante. Il ne dit pas que c'est la France, il n'y a rien là-dessus, comme on va le trouver chez Cousin. La querelle, toujours vue par Reid, au moment, troisième étape, où la secte des nominalistes était près d'expirer. Alors c'est la fin du XIIIe. On se dit, ça y est, ils sont liquidés, les malheureux, sous les coups redoublés d'Albert le Grand, de Thomas d'Aquin, de Duns Scott, qui est un auteur du XIIIe quand même. Eh bien, les nominalistes sont près d'expirer, n'est-ce pas? Au moment où ils vont rendre leur dernier souffle, au XIVe, elle reçoit, cette secte, un nouvel éclat, et pour ainsi dire une vie nouvelle, sous la plume de Guillaume d'Occam, disciple pour le moins infidèle, n'est-ce pas, de Duns Scott. À sa voix, la dispute sur les universaux aparte rei se réveilla avec une incroyable animosité dans les universités de France, d'Angleterre et d'Allemagne. On ne s'en tint pas aux arguments, ni même aux injures. On en vint aux coups. Et des émeutes sanglantes signalèrent la fureur des deux partis. Cette guerre philosophique se prolongea jusqu'au temps où les doctrines de la Réforme vinrent fixer sur des discussions plus sérieuses l'attention des hommes éclairés. Alors, ne demandez pas quelle est la religion de Reid. Bon, l'intérêt archéologique de Reid est qu'il n'arrête pas cette histoire à la Réforme et qu'il passe l'histoire de la philosophie moderne justement au prisme de la querelle des universaux. C'est ce que j'appelle l'aftermath. Il y a une suite. Pour Reid, Hobbes a continué le nominalisme. Hobbes a suivi les nominalistes. Je cite, « Après la renaissance des lettres », Hobbes, donc, dont vous voyez qu'il est né en 1588, mort en 1679, le célèbre auteur de Léviathan, eh bien, Hobbes adopta l'opinion des nominalistes. Il est clair qu'il n'y a rien d'universel que les noms, dit-il, dans son traité de la nature humaine. Mais il y a Locke. Et Locke, avec sa théorie des idées abstraites, son fameux triangle général, eh bien, il devrait être classé parmi les conceptualistes, dit Reid. Je cite, « Selon l'ancienne division des partis sur la question, Locke devrait être placé parmi les conceptualistes. Il ne prétend pas qu'il y ait des choses universelles dans la nature, mais il soutient que nous avons des idées générales que nous formons par abstraction. Et cette faculté de former des idées générales et abstraites est, à son avis, ce qui distingue principalement l'intelligence humaine de celle des animaux. » Donc Locke est conceptualiste. Aftermath 2, Berkeley et Hume, qui rejettent la théorie des idées abstraites et qui pilonnent la théorie du triangle général de Locke, eh bien, ils ont opté, dit Reid, pour le nominalisme contre le conceptualisme de Locke. Vous voyez, alors l'histoire de la philosophie à la française, le conceptualisme, la grande philosophie française, bon, on voit que sous une plume écossaise, à peu près quelques années avant Cousin, on voit que le conceptualisme, qui est la philosophie de Locke, a été attaqué par les deux plus grands philosophes après lui, Berkeley et Hume, qui sont intégralement des nominalistes. Les Berkeley et Hume donc ont rejeté la doctrine des idées abstraites et choisi le conceptualisme et choisi le nominalisme contre le conceptualisme de Locke. Alors dans ce scénario, Abélard n'est pas le chef de file des conceptualistes,
Il est nominaliste comme Rosselin et il place l'universalité dans les choses. Le scénario de Reed a fait l'objet de 2 critiques très importantes au sein même de l'école écossaise. Et la première, donc, par Dugald Stewart, la seconde par Hamilton, son éditeur. Alors, on n'a pas le temps d'avancer là, mais on y reviendra donc là, alors pas la semaine prochaine, puisque comme je le disais, pas de cours jeudi prochain, mais le jeudi suivant. Donc nous redémarrerons à la querelle des universaux, vue par Dugald Stewart, et nous démarrerons sur cette planche l'opinion qui prévalait au XIe siècle, pour parler le langage de l'école, était que les universaux n'existent ni avant les choses, ni après les choses, mais dans les choses. C'était donc le réalisme. Et Dugald Stewart va nous développer, enfin nous déployer, faire découvrir une histoire qui commence par le réalisme. Mais vous voyez que c'est en rouge. C'est lui qui fait intervenir tout à coup les stoïciens dans cette affaire. Donc, eh bien, dans 15 jours.